Vous pouvez déjà dire d'où vous regardez ce webinaire. Ça peut être intéressant de voir si on en a en France ou même à l'international. Alors, c'est moi exceptionnellement qui vais présenter ce webinaire au lieu de ma collègue Laurie, qui est User Care Operator chez le Hibou, pour de petits soucis techniques, mais elle sera là pour répondre aux questions dans le chat au cas où. Et on a l'honneur d'accueillir Christopher, qui va animer ce webinaire aujourd'hui. On va Bonjour attendre, tout le monde. en attendant que tout le monde se connecte, je vais faire juste rapidement une petite présentation de Le Hibou, même si je pense que depuis vous connaissez. Et d'ailleurs, je suis Blanche, chargée événementielle chez Le Hibou. J'ai oublié de me présenter. Hop. Alors, concernant Le Hibou, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est la plateforme de freelancing numéro 1 en tech et innovation. On compte plus de 120 000 freelances en Europe et on a une croissance de 20% par an de notre communauté. Nos missions durent environ 19 mois et on en compte actuellement plus de 7500 missions longues. On est situé un petit peu partout en France, mais aussi en Belgique, à Bruxelles. Et de nombreuses entreprises nous font confiance, donc notamment dans le textile, dans le luxe, dans la grande distribution, etc. Alors maintenant, je vais te laisser la main, Christopher, pour peut-être que tu te présentes un petit peu plus en détail et ensuite pour que tu nous présentes ce webinaire. Ok, merci Blanche. Donc bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Christopher D. Je suis content de faire partie de ce webinaire. Merci de la proposition. Alors, bon, la question qui je suis, donc bon, comme vous avez pu le voir dans la présentation, j'ai des fonctions dans l'informatique et dans le management, mais avant tout, je suis un amateur de musique, de voyage, de pilotage. Donc, quand je dis pilotage, c'est pas forcément pilotage de projet, c'est pilotage aérien et de sport, notamment de tennis, boxe également. Donc, j'ai pu occuper des fonctions, différentes fonctions dans différents domaines, mais qui sont quand même assez liées les unes avec les autres. En tant que consultant, j'ai fait pas mal de conseils dans différents cabinets. PMO également, hein, Project Management Office, chef de projet, responsable programme, également dans la direction aussi, également, puis diriger des boîtes plus à taille humaine, type start-up ou licorne, et chez différents clients. Donc, ça fait plusieurs années que je suis dans le freelancing, donc j'ai pu travailler pour les clients, certains clients qui, qui s'affichent, notamment Technip, dans la construction, Emeis, qui est l'ancien Orpea dans la santé, Saint-Gobain également dans la construction, Suez dans les énergies, Alliance Automotive, donc qui n'est pas Allianz dans les assurances, mais dans l'automobile. C'est quand même un gros acteur qui a été racheté par les Américains il y a quelques années. Également dans des banques d'investissement, comme le Crédit Agricole, et dans différentes zones géographiques du globe, donc majoritairement au Moyen-Orient, donc Abu Dhabi et Dubaï. Donc ça, c'était depuis 2013, l'Angleterre également, et les États-Unis, la partie floridienne. Donc voilà, pas mal de challenges, donc en fonction des domaines, en fonction des zones géographiques, en fonction de la culture des entreprises. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir un peu échanger sur ces sujets-là, de vous partager mes expériences et qu'on puisse aussi un peu réfléchir ensemble, notamment lors des questions-réponses sur comment continuer à faire évoluer cette profession-là, malgré les différents challenges qui s'offrent à nous dans nos activités quotidiennes, j'ai envie de dire. Donc, la chose pour moi qui est assez importante quand on parle de toutes ces expériences-là et quand on a ces postes, c'est quand même la posture du consultant, la posture à adopter quand on intègre une mission, heu, peu importe le type de mission, peu importe le domaine,
la question de posture, elle est quand même très importante et elle va être déterminante sur, l'intégration et sur, l'onboarding, dans un projet, de grande envergure, de moyenne envergure, de petite envergure aussi, mais avec quand même des enjeux. Donc ma première partie, elle va se baser sur la posture et la prise de poste du consultant. Donc ce qui est important à dire sur cette partie-là, c'est qu'aujourd'hui, quand, un consultant arrive sur un projet, il peut arriver qu'il intègre ce projet-là sur différentes phases. Donc on va partir sur, le postulat de se dire que les différentes phases projet sont, de façon basique, l'initiation du projet, le développement du projet, la partie test et la mise en production et tout ce qui s'ensuit, donc hypercare, et run. Je veux pas forcément être trop technique, mais je veux quand même que, on puisse partir sur de bonnes bases pour déployer un petit peu la réflexion. Donc la prise de poste du consultant, elle peut arriver sur une phase différente du projet, en temps normal ou du programme. En temps normal, on préfère que ça se fasse dans la phase d'initiation, de façon à ce que tout le travail de cadrage, et autres puisse être fait dans les meilleures conditions. Mais, il se peut que, des consultants, de chefs de projet, des PMO ou autres intègrent, des projets ou des programmes dans la phase de, développement. Donc ce que j'appelle développement, c'est un peu la partie build du projet. Hem, donc sur ces parties-là, ce qui va être important, si on intègre un projet sur une phase, de développement ou de build, c'est de pouvoir assez rapidement, peu importe, les urgences, j'ai envie de dire, avoir une vision assez claire de l'état du système d'information. Donc, quand je dis état du système d'information, par exemple, il est assez courant que, on intègre, un projet avec, des deadlines qui ont déjà été mises en place, et que le consultant, quand il intègre ce projet-là, après l'audit ou après l'étude qu'il va faire du SI, il se rend compte que, beh, il y a un certain nombre d'obsolescences dans le système d'information qui font que, si, on développe ou par exemple on migre en l'état, on risque d'avoir des problèmes de maintenance, à la cible, par exemple. Donc ce travail d'étude et d'audit du SI va permettre au consultant, directement dans sa posture, de pouvoir amener une vision, j'ai envie de dire, assez fraîche de ce qui se passe réellement sur le projet. Ensuite, en fonction de ce qu'il peut, interpréter, de ce qu'il peut voir, pouvoir remonter les informations, alerter, et permettre au management de prendre les décisions, soit de continuer ainsi ou soit de revoir un petit peu la stratégie. Donc les exemples parlants, moi je sais que j'ai pas mal de clients, heu, notamment dans les clients bancaires. Hem, Quand je parle d'obsolescence, je ne sais pas si tout le monde, comprend un peu ce que c'est, mais en gros, c'est, un, système, qui va être, vieux, je vais vulgariser un petit peu et qui, devra être, monté en version upgradée sur, un périmètre assez court, très prochainement. Mais si aujourd'hui, c'est une chose que n'a pas forcément pris en compte le client ou le projet et que le consultant ou le chef de projet, ne prend pas en compte, il pourrait avoir des problèmes lors de soit de, la migration, soit, de la mise en production ou autre. Donc, ce premier point, il est important, et ce qu'il explique réellement, c'est que, un consultant qui arrive sur un périmètre, peu importe, ce qu'il est écrit, il se doit de, faire ses petites recherches de son côté et j'ai appelé ça un audit ou une étude, du moins pour avoir, une vision claire de l'existant et un état des lieux, du, SI, sur lesquels il va évoluer, sur lesquels il sera responsable de mener à bien ce projet-là. C'est aussi un sujet qui est lié avec la partie cadrage. Alors moi, j'ai parlé du cadrage du périmètre. Donc on est vraiment sur la partie scoping, la partie scope. Donc le périmètre est également important à, mmh, à appréhender. Pourquoi?
parce que aussi à travers mes expériences et ce que j'ai pu voir, hem, la partie cadrage, c'est une partie qui est assez importante car souvent quand on rentre sur des projets ou des programmes, de grandes envergures, hem, on a tendance à prendre en compte un périmètre qui est beaucoup plus important que ce qu'il est réellement nécessaire, de, par exemple, migrer si c'est une migration ou de développer. Hem, Souvent, il y a une expression qui dit, «Pas de projet dans le projet». Parce que quand on arrive sur un projet, on peut arriver sur un périmètre défini par le besoin, par le client et au fur et à mesure, d'autres périmètres qui, à la base, ne sont pas, dans le projet ou dans le programme, doivent être rajoutés pour des raisons de sécurité, pour des raisons, juridiques ou autres et sont ensuite réintégrés dans ce projet-là. Donc dans la posture du consultant, c'est important aussi de soit, hem ne pas forcément être en phase avec ça, parce que ça remet vraiment en question pas mal de choses sur le projet ou le programme. Ça peut être des notions budgétaires, ça peut être des notions, tarifaires, ça peut être des notions de sécurité, mais de bien faire en sorte que, dès le début du projet, ce qui a été scopé, ce qui a été cadré, tienne sur ce projet-là. À partir du moment où il y a d'autres choses qui rentrent en compte, on est sur une, évaluation du périmètre du projet et ça nécessite, différentes, activités, et différentes choses à valider ensuite, avec le client ou avec la société. Donc cette phase de cadrage, elle est importante, elle fait partie aussi de la j'ai envie de dire la bonne posture du consultant, car quand on intègre encore une fois une mission, quand on est sur un onboarding, par expérience, une des autres choses aussi qui pèchent souvent et qui sont importantes pour le chef de projet, pour le consultant de mettre en place et de s'assurer qu'elle est présente, c'est la documentation. Donc qu'est-ce que j'entends par documentation? La documentation, ça va être, quand on est sur un programme, on a un processus, dans ce processus, on a des livrables, et dans ces livrables, on a ce qui permet, en tant que base documentaire, de faire évoluer le projet. Donc les exemples que je peux vous donner de documentation, ça va être, le project brief, le brief du projet, donc ce qui va lancer le projet. Ça va être la documentation technique, les schémas d'architecture, les DAT, documentation d'architecture technique. Donc, ça peut varier. Ça va dépendre aussi de la maturité, de la méthodologie dans les sociétés, chez les clients. Mais, en si je me base sur mon expérience, je sais que la mise en place d'un process clair, heu, avec, différentes étapes décrites, avec notamment un RACI. Donc, un RACI, c'est une matrice de responsabilité en fonction des différentes parties prenantes. Ça m'a toujours permis de mener à bien mes projets, surtout de garder le contrôle sur mes projets et également de créer de la mobilisation des différentes parties prenantes, avec la mise en place de ces différents livrables et ces différentes documentations. Mettre en place ce type de documentation, comme je vous l'ai expliqué, ça demande une certaine maturité du SI. On n'est pas forcément obligé d'aller sur, la complétude, à 100 de ces documentations, mais d'au moins avoir une base documentaire, ce qui est également appelé, la golden source, hem, dans le cas où on mène à bien un projet et on souhaite que, toutes les différentes parties prenantes de, du projet ou du programme soient au même niveau d'information. Hem, Dans le cas où on n'a aucune documentation, c'est assez fréquent quand on intègre certains types de missions chez certains clients. La posture, encore une fois, du consultant, dès le départ, c'est d'alerter, sur, ces manquements documentaires. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure de l'évolution du projet, si un jour on a besoin bien tout simplement quand on aura besoin de cette documentation-là, si elle n'est pas présente, c'est la responsabilité, du chef de projet ou, du, référent projet ou du responsable de projet. Donc c'est important parce qu'en termes de responsabilité,
Si dès le départ, les choses ne sont pas actées et rédigées et documentées, en gros, c'est des choses qui peuvent avoir un gros impact au moment où on entrera dans les phases ou dans les séquences, dans les itérations qui soient proches de l'échéance. Comme je l'expliquais un peu sur la partie documentation, ces documentations-là permettent de tenir les différentes parties prenantes du projet, ou du moins celles qui sont concernées par la partie delivering et la partie technique, de du niveau d'information. Ça permet de garder le même niveau d'information pour toutes les différentes parties prenantes. Et le sujet des parties prenantes, c'est également un sujet qui est très important, parce que quand le consultant prend poste lors d'une mission, ce qui va être aussi très important et déterminant, ça va être la partie kick-off. Kick-off, pour ceux qui ne connaissent pas, vous me voyez tous? Parce qu'il y a un message qui dit: «Je ne vois plus le présentateur». Bah, ça répond oui, je pense qu'il y a pas de souci là-dessus. OK, C'était peut-être OK, juste un super. problème de connexion du côté de la personne, donc ouais. OK, ça marche. Merci. Donc j'étais en train d'échanger sur la partie, kick-off du projet. Donc logiquement, si on part sur les différentes phases du projet, le kick-off du projet ou du programme, c'est, le comité, le meeting qui lance officiellement, le projet et qui, par la même occasion et par, les différentes personnes qui sont présentes dans ce kick-off, leur permet, d'être au courant, de valider et que tout le monde soit au même niveau d'information. En fonction de la phase d'intégration du consultant chef de projet, ça peut varier. C'est-à-dire que parfois, on peut se retrouver dans une situation où on intègre un projet, quand le kick-off est déjà passé. Moi, ce que j'ai toujours fait et ce que je recommande également, c'est que, heu, pour la prise de poste, c'est très important que la personne qui intègre le projet, peu importe la phase, puisse réaliser alors une réunion, un comité avec les différentes parties prenantes pour, poser les choses et s'assurer en fait de la compréhension de chacun du projet, valider certains points qui peuvent être en lien avec le cadrage, la documentation et même, l'état des lieux du SI, avec ces différentes personnes. On n'est pas obligé forcément d'appeler ça un kick-off s'il a déjà eu lieu, mais c'est important dans la prise de poste pour que le consultant, qui rentre sur le projet, puisse déjà se faire connaître les différentes parties prenantes et puis aussi pouvoir mettre en place sa dynamique de travail, éventuellement sa méthodologie de travail qui a été validée ou non avec le management, que ce soit, de l'agilité, que ce soit du cycle en V, que ce soit des méthodologies plus hybrides. Mais, c'est assez déterminant. Moi, j'ai pu le voir dans mes différentes expériences que, le fait de mettre en place ce type de meeting dès l'intégration, de la mission, permettait de faciliter, les liens, la communication, avec, les différentes parties prenantes du projet ou bien du programme. Heu, Est-ce que vous avez des questions sur ce premier slide avant que j'enchaîne? Pour l'instant, il y a pas de questions, mais j'attends de voir si certains sont en train d'écrire. Bah, écoute, ça a pas l'air, donc je pense que tu peux OK, super, bah, c'est que ça doit être très clair alors. Ah, super. De non, il toute y en a une. façon Excuse-moi, c'est vous pouvez réexpliquer le lock-off, s'il te plaît? OK, le kick-off. Le kick-off, oui. OK, donc alors le kick-off, c'est, en gestion de projet, c'est la réunion qui rassemble les différentes parties prenantes du projet. Donc qu'est-ce que j'entends par partie prenante? Voilà, le coup d'envoi. Qu'est-ce que j'entends par partie prenante? C'est toutes les personnes, bon, j'allais y venir dans le slide d'après, mais une partie prenante, c'est une personne qui est, impactée par le projet. Quand on dit impacté, c'est, qui va être concernée par le projet. Peu importe le niveau
d'impact, c'est vraiment l'idée de ce point-là, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les personnes qui vont être impactées, ça va de effectuer des tests à la suite de modifications à envoyer un mail pour prévenir la communication qu'il y aura des changements. Voilà, c'est vraiment à tout niveau. Donc l'idée de ce point, c'est que toutes ces personnes-là soient rassemblées. Naturellement, il y a une présentation qui est faite, soit l'idée par le chef de projet, enfin qui doit être l'idée normalement par le chef de projet, et qui va permettre à toutes les différentes personnes d'avoir le même niveau d'information, de valider ensemble les prochaines étapes et dans le cas où il y a des actions qui sont attendues de certaines personnes qui font partie de ce kick-off-là, qui puissent les préparer, qui puissent les appréhender et qui puissent réserver des créneaux pour effectuer ces actions-là. Et en même temps, ce kick-off permettra au chef de projet de pouvoir valider du moins un macro-planning et de donner de la visibilité au management. Super, merci à toi. Et on a une autre question de Étienne qui nous demande qui est impacté ou qui impacte. Je pense non. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Alors, qui est impacté ou qui impacte? Alors, je pense que Étienne voulait savoir si le kick-off concerne les personnes qui sont impactées ou qui impactent. C'est ce que je comprends de la question. C'est possible. Alors, voilà, je voulais compléter la dev des stakeholders. Et Ok, d'accord. Étienne avait aussi demandé, j'ai entendu qu'on ne peut pas faire de kick-off du tout, parfois. Ah bon? Alors, après, comme j'expliquais, ok, donc comme j'expliquais, kick-off, c'est une appellation. Donc, c'est une appellation en gestion de projet sur les bases de Prince2 et autres. Après, il peut y avoir d'autres comités qui ne portent pas forcément le nom de kick-off, mais qui ont le même objectif. Je pense que ça devait être ça la question. Ah bah voilà, Ouais, parfait. voilà, c'est ça. Ok. Je vous propose d'enchaîner. Et puis voilà, à chaque fin de slide, vous pourrez poser des questions. Et puis, de toute façon, à la fin, on aura un temps pour toutes les questions. Donc, kick-off prend en compte les parties prenantes. Donc, parties prenantes, on l'a défini. Donc, aujourd'hui, on est plus ou moins tous au même niveau d'information. C'est ce que c'est. Donc, les parties prenantes, c'est une chose, mais la gestion des parties prenantes, ça en est une autre. J'ai voulu appuyer aussi là-dessus parce que je pense que c'est très important et que c'est souvent, j'ai envie de dire, mis au second plan, alors que pour moi, c'est très important et ça passe au premier plan. Euh, je l'ai divisé en 3 parties, donc l'identification des parties prenantes, la classification des parties prenantes et ensuite, on verra un peu la dimension internationale des parties prenantes. Alors, l'identification des parties prenantes, la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on intègre une mission ou un client, on identifie les parties prenantes. Parce que les parties prenantes, souvent, elles ont des noms, elles ont des postes, mais ce qui est pas forcément connu, c'est le pouvoir de ces parties prenantes et l'intérêt des différentes parties prenantes en ce qui concerne le projet en question sur lequel vous êtes mobilisé. Alors, comment déjà on peut définir les parties prenantes? Souvent, on parle de 2 niveaux, parties prenantes internes et parties prenantes externes. Donc, parties prenantes internes, ça va être, par exemple, les équipes projets, les utilisateurs. Si on est sur une SI, ça va être la direction, ça va être les ressources humaines, toutes les personnes en interne à l'entreprise qui vont être impactées par le projet. Les parties prenantes externes, ça va être les fournisseurs, les organismes publics ou privés, ou tout ce qui est, entre guillemets, externe à l'entreprise. Donc, comment aujourd'hui on peut arriver à identifier les parties prenantes? Justement, c'est un peu en lien avec ce fameux kick-off, donc cette réunion de lancement du projet, parce que dans cette réunion-là, on est censé avoir les différentes parties prenantes. Donc, ce qui est important pour le chef de projet,
et ça peut être, enfin moi je sais que c'est des choses qui m'ont quand même beaucoup aidé. C'est quand on arrive sur la documentation, quand le chef de projet, il fait son kick-off, sa réunion de lancement, naturellement, à la suite de ça, il est censé faire un compte rendu de ce qui s'est dit avec les différentes parties, qui a été présenté via un slide. Ça peut être présenté via différents outils, hein. Mais dans le compte rendu, quand il liste les différentes personnes qui étaient présentes dans ce kick-off-là, le fait de connaître la position de chacun, d'inscrire la position de chacun dans le compte rendu, permet déjà d'avoir une vision plus claire sur qui est qui. Encore une fois, ça va varier. Là, par exemple, le sujet de ce webinaire, c'est projets complexes et internationaux. Donc, quand on parle de complexité, la complexité, elle est aussi dans le sens de savoir qui est qui et qui a quel pouvoir et qui a quel intérêt sur ce projet-là. Donc, le fait de partir sur une méthodologie qui renseigne le poste de chaque personne qui participe au comité, ça permet déjà d'avoir une visibilité sur les postes de chacun et de créer une proximité aussi. À la suite de ça, quand on est sur un périmètre international, par exemple, on peut se retrouver avec différents enjeux et intérêts en fonction de la culture de la zone géographique. Donc ça va être important de pouvoir l'identifier le plus tôt possible pour ensuite pouvoir rentrer dans une forme de classification des parties prenantes en fonction de, comme je l'ai dit, leurs intérêts et leurs pouvoirs. Je sais que, par exemple, j'avais travaillé chez un client dans l'automobile où le programme sur lequel je travaillais avait impacté la population Europe et également états-unienne et Canada. Donc, l'exemple qui représente un petit peu la différente classification des parties prenantes, c'est que ce projet-là était porté par la France, pour des raisons de sécurité et d'augmentation des standards de sécurité. Ce sujet-là est passé de porté par la France à porté par les US. Donc on était dans une situation où, on a eu une évolution du pouvoir des parties prenantes et de l'intérêt. C'est-à-dire que quand le projet était porté par la France, l'intérêt des Américains était moindre. Leur pouvoir était quand même assez haut, mais l'intérêt était moindre. Mais à partir du moment où la priorité le curseur a été mis sur la sécurité en plein projet et porté par des équipes qui étaient basées aux États-Unis, le pouvoir et l'intérêt, d'un coup, est passé côté états-unien. C'est-à-dire que les parties prenantes qui, au départ du projet, par exemple lors du kick-off, n'étaient pas dans la classification des parties prenantes les plus powerful, par exemple, ou avec le plus d'intérêt, finalement, ont évolué. Et c'est important, c'est pour ça que c'est important c'est important que le chef de projet, que la personne qui soit en charge de ce projet ou de ce programme, puisse, en suivant les différents événements qui se passent sur le projet, à chaque fois, évaluer les différentes parties prenantes. Parce que dans le cas où ce n'est pas fait, ça peut créer de l'incompréhension, des blocages, et impacter, le déroulement du projet ou du programme. Donc moi, j'ai sélectionné ces points-là parce que je pense qu'ils sont déterminants. On n'en parle pas forcément. C'est pas forcément les choses qui reviennent au premier plan quand on parle de gestion de projet ou de programme, mais le fait de pouvoir toujours garder, une cohérence et un œil sur ce genre de choses m'a permis de justement anticiper pas mal de choses et de continuer à mener mes projets à bien et de pouvoir faire un reporting, à la direction, au DSI ou au management, j'ai envie de dire un petit peu en temps réel, heu et je suis quasiment sûr que ce soit une valeur ajoutée. La dimension internationale, donc, bah, avec l'exemple que je vous ai partagé sur, sur, sur la société dans l'automobile. Il y a également un autre exemple, hein, quand je travaille en banque d'investissement,
Je travaille sur un projet de déploiement d'agents sur l'intégralité du parc Monde, de la banque. Donc, on est en banque d'investissement, hein, c'est quand même des systèmes qui sont très critiques. Une interruption de service sur un serveur ou un poste de travail, c'est des millions qui sont perdus. Bah, j'étais en charge de développer un agent sur, un peu plus de 300 serveurs dans à peu près une vingtaine de pays. Donc moi, en tant que responsable du projet, j'avais identifié mes stakeholders et le problème, c'était que côté, à l'international, je n'avais pas de ressources qui me permettaient de centraliser les informations quand, je les partageais. Donc ça veut dire que, moi aujourd'hui, j'avais un rôle de responsable programme. Sur place, quand, on était sur des périmètres asiatiques comme la Chine et autres, bah, j'avais le métier ou, les référents techniques. Donc en gros, c'était 2 types de parties prenantes qui, chacun de leur côté, n'étaient pas forcément les plus à même de, communiquer, entre eux déjà et avec moi. Donc ce qu'il a dû faire, moi j'ai dû relancer et alerter sur le fait que, il manquait certaines ressources, de ce côté-là et que, moi de mon côté, il me fallait une ressource, type, SPOC, Single Point of Contact, qui, me permettrait de travailler directement avec ces zones géographiques, de la meilleure des façons et de la façon la plus intelligible aussi. Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est que quand on a, des personnes qui sont très techniques en face, heu, elles n'arrivent pas forcément à exprimer les choses de façon fonctionnelle ou autre et ça peut créer un peu de frustration dans ces cas de figure. Donc, c'est un autre exemple de gestion et de classification des parties prenantes, mais ça a été stratégique et ça a été déterminant pour mener à bien ce projet-là. Donc, en gros, c'est tout ce que, cette gestion, des parties prenantes peut permettre d'effectuer et peut corriger, quand c'est nécessaire. Donc, la matrice, pouvoir-intérêt et la définition des parties prenantes. Est-ce que vous avez des questions? On a Lamine qui demande quels sont les avantages de travailler à l'international et les inconvénients. Heu, quels sont les avantages? Alors après ça va dépendre, ça dépend dans quel domaine. Si on parle du domaine, de la gestion de programme ou de projet IT, les avantages, j'ai je pense que j'allais y venir un peu sur les prochains slides, mais les avantages, c'est que ça permet d'évoluer dans des environnements, multiculturels, avec une vision business un peu différente, si on compare à la vision occidentale. Hem Ça dépend des zones géographiques, mais si par exemple on est, sur, enfin je pense qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que, l'hégémonie de certains pays sur certaines technos est en train d'être assez challengée par, d'autres sociétés et d'autres zones géographiques. Donc on est face un petit peu à un des challenges qui font au final que les rapports de force sont en train de s'inverser un peu. Donc, j'ai pas envie de faire de name dropping, hein, sur les pays, mais bon, en tout cas, l'hégémonie de certaines zones géographiques, historiques, est quand même assez challengée aujourd'hui. Donc pour revenir à la question, les avantages du travail international, c'est de pouvoir avoir une vision assez 360 sur tout ce qui peut se faire, dans différents domaines, dans différentes sociétés. Et les inconvénients, on c'est difficile pour moi de parler d'inconvénients. Allez, on va parler de l'éloignement, hein. Étienne? Oui, Étienne nous dit très intéressant cette énonciation sur l'évolution de l'influence des stakeholders France-US.
Il demande comment vous avez fait la transition de votre côté en tout équilibre. Était-ce déjà pressenti et donc mis dans un plan de changement ou autre? J'aimerais bien m'enrichir de cette expérience de votre part. OK, alors je tutoie, je suis désolé. Si, tu permets, Étienne, on pourra revenir, sur cette question à la fin de la presse, comme ça on aura plus de temps pour échanger là-dessus. De toute façon, il me reste, 1 slide. Eh ben, super. Steven demandait, les agents IA. Alors, c'était des agents, alors je pense qu'il parle de quand j'ai parlé de la banque d'investissement, c'était des agents qui avaient vocation à faire de la remontée d'informations sur la consommation de mémoire des devices et du reporting. D'accord. Et enfin, on a Anis qui nous a demandé quelle est la fréquence de vos réunions de suivi journalières, hebdomadaires, etc. Alors après ça, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la méthodologie qui est appliquée, ça va dépendre de la politique de la boîte. Euh, mais alors, il y a, il y a différents niveaux de suivi et de réunion. On va parler les comités de pilotage et comités projet. Donc, comité de pilotage, c'est la vision macro avec des parties prenantes présentes qui sont plus côté management, j'ai envie de dire. Et comité de projet, ça va être, c'est ce qui est entre guillemets identifié comme les comités plus techniques, avec les ingénieurs, avec les développeurs, avec les architectes et autres. Donc, il n'y a pas forcément de, de, de fréquence idéale, sauf que, pour moi, à minima, si un responsable ou un chef de projet ne voit pas ses équipes à minima 2 fois par semaine, il y a quand même un problème. Par contre, après, ça peut varier aussi en fonction des différentes phases du projet. Donc, quand on est en phase de lancement, c'est sûr que les points sont un peu plus serrés en termes de fréquence. Quand on est sur du développement, du test, ça peut varier. Et ensuite, quand le projet part en prod, ça peut varier également. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de faire et ce que je recommande aussi, et ce qui s'est souvent œuvré comme des succès, c'est le fait de pouvoir apporter de la flexibilité. Bon, certains vont appeler ça de l'agilité aussi. Euh, mais mais avant des grandes échéances, pour sécuriser, par exemple, quand on est sur de la migration, migration d'appliance, et que bah, il y aura une mise en production, il y aura un go, il y aura des comités qui vont en suivre. C'est important de pouvoir, même de façon quotidienne, hein, de pouvoir se synchroniser. Ça peut être des stand-up meetings, ça peut être des réunions de 30 minutes même, ou de 15 minutes, et de garder une certaine proximité avec ses équipes pour s'assurer que, au maximum que le jour de l'échéance, la, la totalité des sujets ont pu être traités. D'accord, merci. Et je ne sais pas si tu veux la traiter tout de suite, cette question, mais Fabien Ouais, demande où places-tu le COTEC par rapport au CoPro? Je ne sais pas comment le prononcer, et excuse-moi. proche. Ouais, comité projet. Alors, encore une fois, ça va dépendre de la nature du projet, des ressources qui sont mobilisées sur le projet. Mais quand tu parles du comité technique, euh, ça se rapproche du coproche. Donc moi, j'ai utilisé le terme de comité projet, mais pour moi, j'ai envie de dire c'est une déclinaison un peu plus technique du comité projet. Et encore une fois, ça s'adapte. Et comme je l'ai expliqué, en fonction des livrables et en fonction des échéances, en termes de rythme, dans le cadre programme. Ouais, voilà, en fonction du rythme et des échéances, enfin, pardon, en fonction des échéances, le rythme peut varier. Et, euh, et comme je l'ai expliqué, passer en mode quotidien, quoi. Super, merci à toi. Ok, on pourra y revenir après. Donc voilà, ce qui est important à retenir sur la partie des gestions des parties prenantes, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en exergue dans les tâches première d'un consultant, mais
quand elles sont, quand elles sont appréhendées, quand elles sont bien appréhendées, ça représente quand même des outils assez probants pour avancer tout au long et dans les différentes phases du projet et pour mener à bien le projet, avec succès. Hem, je parlais de succès, de facteurs clés de succès. Les parties prenantes sont des ressources qui sont importantes. Donc moi, j'ai dans mon raisonnement, j'ai vraiment mis au cœur de mon raisonnement, les différentes personnes qui constituent le projet. Bien sûr, il y a d'autres notions, techniques ou financières qui, heu, qui, heu, qui peuvent être interprétées comme des facteurs clés de succès également. Mais, j'ai volontairement, en fait, j'ai voulu mettre en avant, la partie, ressources humaines. Not Dans un premier temps parce que ça rentre en lien avec, la dimension internationale. Quand, on est sur, des projets internationaux, beh, le la 1re chose, j'ai envie de dire, qui va interpeller, c'est pas forcément le budget qu'il y a sur place ou le projet en soi, ça va être les personnes qu'on a en face de nous, les différentes cultures qu'on a en face de nous. Hem et heu et à ce niveau-là, hem, pour moi, l'entrée en matière à ce niveau-là, elle est, très importante. Souvent, on a la barrière de la langue, on a certaines barrières culturelles également, mais le fait de pouvoir malgré tout, interagir, se mettre un petit peu, à la place de la personne qu'on a en face de soi, permet de pouvoir intégrer et d'avoir accès à certaines informations de façon pérenne. Et ça, en fait, c'est aussi en lien avec la posture qu'on a dès le départ quand on intègre la mission, parce que c'est aussi simple que ça. La majorité des projets que j'ai pu faire évoluer, heu, une des choses qui vraiment a permis qu'on arrive au bout de ces projets-là, c'était vraiment la relation, avec les ressources humaines. Quand je parle de ressources humaines, je l'ai, défini par-dessus, c'est la gestion de l'humain parce que c'est 2 choses il y a 2 choses différentes. Il y a la gestion des ressources humaines et il y a la gestion de l'humain. Quelle est la différence? Hem, Chaque personne dans le projet a ses intérêts, a sa volonté, a sa façon de voir les choses. Donc, si par exemple, on intègre un projet, et je sais que c'est souvent le cas, en tant que chef de projet ou responsable projet, on va voir les différentes personnes, pour voir comment elles travaillent, pour s'assurer qu'on soit bien, align sur la stratégie, sur ce qu'il y a à faire. Souvent, on peut se retrouver dans des situations où on est face à de la rétention d'informations. Les raisons pour lesquelles, ça se passe comme ça, alors, il y en a plusieurs, hein. Ça peut être, des conflits en interne, ça va être, un mécontentement, ça peut être des revendications. Mais en tant que chef de projet, nous, on doit quand même faire avancer les choses. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit adopter cette posture de facilitateur et pour adopter cette posture de facilitateur, la plupart du temps, il faut faire un pas vers, la gestion de l'humain. Bien sûr, notre travail, ce n'est pas, entre guillemets, faire le psychologue avec ces personnes-là. Mais, c'est là justement que c'est intéressant et c'est pour ça que j'aime ce métier aussi. Heu, Ce qui est compliqué, c'est qu'un chef de projet ou un responsable projet est responsable du projet ou du programme, mais n'est pas responsable des personnes qui sont dans ce programme. Donc ça veut dire que hiérarchiquement, on n'a pas de lien hiérarchique avec ces personnes-là. Le seul lien qu'on a, c'est le projet. Donc ça veut dire de trouver une posture qui permet de sensibiliser les différentes, personnes et les différentes parties prenantes sur le projet, sans, rentrer dans une certaine forme de hiérarchie. Donc on est réellement dans la gestion de l'humain. Hem, Aujourd'hui, si vous me demandez comment on fait pour gérer l'humain, on aurait besoin d'une autre conférence et en toute transparence, j'ai pas la prétention de dire que je sais gérer l'humain. J'ai des axes de réflexion, j'ai des postures que j'ai acquises par mon expérience qui me permettent de mieux appréhender ces choses-là. Mais c'est aussi intéressant qu'on puisse échanger, sur ces sujets-là.
Et pourquoi j'ai identifié ça comme un facteur clé de succès? Parce que comme je l'expliquais, pour moi, hein, là, on rentre sur la partie leadership. Heu, un bon, chef de projet ou un responsable de projet, c'est une personne qui arrive à fédérer les équipes, hein. Ça, on entend beaucoup parler de ces traits de caractère-là. Maintenant, sur le terrain, c'est plus complexe, mais pour moi, pouvoir voir ces choses-là, pouvoir les anticiper et arriver avec un œil, assez aguerri sur, comment gérer donc les différentes parties prenantes, mais après l'humain, de façon individuelle, c'est également un facteur clé de succès. C'est un très gros facteur clé de succès parce qu'aujourd'hui, une personne sur le projet qui ne souhaite pas travailler, pour telle ou telle raison, le projet ne peut pas avancer et le projet, est impacté. Donc après, c'est pas parce que le projet est impacté qu'il ne pourra pas avancer, mais ça nécessite de faire usage de d'autres leviers comme les alertes au management et autres, mais c'est jamais très positif du moins. Et en tout cas, c'est ce qu'on attend vraiment, de la posture du consultant qui puisse, gérer aussi cette partie conflit. Donc encore une fois, quand on est sur des sujets complexes, à grande échelle, qui puisse aussi gérer les conflits, qui puisse aussi apporter une base de travail, saine à aux différentes parties prenantes, et qui puisse, avoir de la proximité avec les différentes personnes et les différentes parties prenantes et également à travers les leviers dont on a parlé, les matrices, dont on a parlé dans le slide précédent, pouvoir, heu, j'ai envie de dire un petit peu classer les différentes parties prenantes, en fonction de, leurs pouvoirs, leurs intérêts et s'ajuster, sur ces sujets-là. Merci beaucoup à toi. On a une question de Jacques qui demande: Oui. un facteur clé de succès est également un sponsor engagé, non? Pour pouvoir gérer des conflits de priorité qui ralentissent ou bloquent le projet. Exactement, exactement. Le sponsor naturellement, plus il est engagé, plus, les choses sont censées, avancer, de la meilleure des façons. Maintenant après au niveau des postures, ça va un petit peu dépendre, mais je pense qu'il est important que et je pense et ça je le ressens de plus en plus aujourd'hui, que le chef de projet, en cas de conflit, ou en cas de décision à prendre, puisse arriver avec, un minimum de scénarios de résolution, auprès du sponsor ou auprès du management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un blocage, un conflit ou un problème, la posture du consultant ne doit pas être seulement celle d'aller, alerter, prévenir le sponsor ou le management qu'il y a un problème. C'est de pouvoir arriver avec différentes propositions et ensuite, soit le sponsor prend la décision ou choisit une de ses solutions, mais arriver quand même avec, une valeur ajoutée, une force de proposition. Mais, oui, je te rejoins sur le fait qu'un sponsor engagé, ça change beaucoup de choses. Maintenant, c'est pas toujours le cas. D'accord. On a Étienne qui pose: Étienne? dois-je comprendre qu'on a surtout la position de facilitateur en tant que chef de projet en environnement complexe ou international, pas un peu risqué d'avoir juste ce positionnement par rapport à l'équipe projet? Alors, juste non. Alors, non, pardon, tu as dit surtout qu'on a surtout la position, alors ça va dépendre, hein, encore une fois, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aborde avec vous, c'est vraiment j'ai vraiment voulu, aborder avec vous cette vision, cet angle de vue, parce qu'il y a pas mal d'autres angles de vue qui sont plus ou moins communs. Mais, cette partie-là, vraiment, quand on est sur ce genre de périmètre et ce genre de complexité, beh, il y a certains projets ou il y a certaines phases du projet dans lesquelles on va se retrouver à adopter cette posture. Ce n'est pas la seule, mais, pour moi, heu, à la suite de mes expériences et de ce que j'ai pu voir sur le terrain, je sais que cette posture-là, pour moi, elle est, indéniable. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, mais, sans cette posture-là, il est impossible de mener à bien un projet complexe,
sur des zones géographiques différentes. Vous voyez. Donc, et tu dis, pas un peu risqué d'avoir juste ce positionnement. Alors, voilà, c'est vrai que je parlais juste. Non, c'est pas juste ce positionnement. Et c'est un positionnement qui permet d'avancer avec des bases saines, qui permet de fédérer, parce que c'est très compliqué, de fédérer à l'international quand on est sur des programmes critiques. C'est assez compliqué. On a besoin du sponsor, comme le disait Jacques, et aussi on a besoin du soutien des différents SPOC, comme j'expliquais, et de la mobilisation des différents SPOC dans les différentes zones géographiques. Parce qu'aujourd'hui, quand, par exemple, je vais prendre un exemple, hein, tu es en France, tu dois planifier des opérations en HNO, donc en heure non ouvrée, dans un pays qui a plus de 6 heures de décalage horaire avec, avec la France, qui va nécessiter que des techniciens interviennent sur un autre créneau horaire pour faire des tests pour un projet ou un programme qui ne les concerne pas forcément. Donc, pour arriver à évoluer dans cet environnement-là, si le côté ressources humaines, le côté gestion des parties prenantes, appréhension des parties prenantes, compréhension des parties prenantes n'est pas traité, c'est très compliqué. Parce que sinon, on se retrouve à faire du management par escalade. Et ça, c'est pas forcément ce qui permet d'avancer sur des bases saines et pérennes. D'accord, merci à toi. Et on a aussi Marc. Après, on reviendra d'ailleurs sur les questions que peut-être Étienne avait posées avant, mais Marc qui Ouais. demande à quel point une gouvernance solide et adaptée à l'organisation cliente est importante dans la réussite d'un programme international. Ah, c'est très important, hein, la gouvernance. Alors, j'ai pas mal parlé de la partie chefferie de projet, mais la partie PMO, euh, elle est également, elle est également très importante. Pour répondre un petit peu à ta question, c'est pour ça que la dénomination PMO, chef de projet, elle est de plus en plus utilisée parce que euh, aujourd'hui, c'est des profils, enfin, vu la complexité des projets et l'importance de la gouvernance, euh, les, 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 les entreprises ont réalisé que euh, on ne pouvait pas euh, nier l'importance de la gouvernance au détriment de la chefferie de projet technique, j'ai envie de dire, ou bien fonctionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau des postes qui sont recherchés aujourd'hui, on arrive sur du PMO chef de projet parce que cette partie gouvernance, cette partie suivi, cette partie reporting, cette partie comité, elle est vraiment importante. Elle est très, très importante, d'autant plus à l'international. Euh, mais ça complexifie aussi parfois pas mal de choses. Parce que quand on parle de gouvernance, on parle aussi, par exemple, l'exemple que j'ai en tête, ça veut dire les outils qui vont être utilisés pour communiquer. Et il y a pas mal de sujets licences sur ces sujets. Qu'est-ce qui est utilisé dans tel pays? Quel outil est utilisé dans un autre? Euh, Quelle culture va avoir telle zone géographique au niveau de son SI? Donc, c'est des challenges qui sont intéressants, mais justement qui sont importants de pouvoir centraliser, coordonner et faire évoluer. Donc oui, c'est très important, gouvernance très importante, notamment sur des programmes et encore plus à l'international. Super. Est-ce que tu veux du coup que je te transmette tout de suite la question précédente d'Étienne ou... Hop, bon, je voulais faire Oui, vas-y. un petit peu pour conclure un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Même comme je le répète, j'ai abordé un angle de vue qui me paraissait important et très peu mis en valeur. Bon, le mot de la fin, pour un petit peu rentrer dans l'actualité, pour rester dans l'actualité. Donc, voilà, c'était une réflexion un peu sur l'avenir de la tech, donc la tech, la technologie en général, de l'IT, de la fonction conseil et du management des entreprises. En fait, le fond de cette pensée-là, c'est plus aujourd'hui, on est dans un monde où la partie intelligence artificielle prend de plus en plus de part dans nos quotidiens
et notamment dans le professionnel. Et moi, c'est plus une vision assez, assez positive que j'ai à ce niveau-là sur notre métier, donc sur le métier du conseil, sur le métier de la chefferie de projet. Je pense que, naturellement, nos postes continueront à évoluer, enfin, du moins évolueront, mais ne seront pas remplacés par, par des agents ou autres. Je pense que ce qui nous impactera le plus, ça va être la partie automatisation, des tâches, existantes, de choses qu'on avait toujours l'habitude de faire. Mais j'ai vraiment une vision positive là-dessus, donc voilà. C'était un peu pour avoir votre ressenti dans le chat, heu, en guise de mot de la fin. En tout cas, merci, merci à tous pour avoir assisté à ce webinar. J'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que ça a pu vous parler et puis voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Super, merci beaucoup en tout cas pour ta présentation. Je pense que ça a beaucoup plu vu tous les commentaires qu'on a dans le chat. Hop. Je vais en profiter, du coup, je vais juste te redonner la question en attendant que d'autres personnes puissent écrire les leurs. Donc, on avait Étienne, du coup, qui demandait voilà, l'évolution de l'influence des stakeholders France-US et comment tu avais fait la transition de ton côté en tout équilibre. Est-ce que c'était un pressenti ou un plan, enfin, donc mis dans un plan de changement ou autre? OK. Alors, transition, je retourne sur la question parce que, après quand vous avez fait la transition de l'autre côté en tout équilibre, vous avez senti, alors la transition France-US, alors quand c'est Étienne, ouais. Quand tu dis transition, c'est la transition personnelle, professionnelle? Mmh. Ouais, transition. Transition projet, comment j'ai, parce que je vais être sûr de répondre à ta question. D'accord, OK. Lorsque les intérêts OK, d'accord, OK, OK. Alors comment je fais la transition? Alors ouais, comment j'ai fait la transition? Bah, c'est-à-dire qu'en gros, hem, le projet est passé de porté par la France et géré du moins par la France, à porté par la France, mais géré par, des contraintes, sécurité, heu menées par les Américains. Donc, changement de posture, changement de posture. C'est-à-dire que, par exemple, les fréquences de réunions, de comités que j'avais avec la France, j'ai dû les dupliquer et les appliquer sur, les différentes parties prenantes, ou certaines parties prenantes aux US. Hem, le reporting que moi je faisais, par exemple, à mon directeur ou à mon DSI, j'ai dû également faire un reporting, au DSI des États-Unis, du secteur américain. Hem, tout en informant bien sûr, hem, le management en France pour ne pas qu'il y ait de court-circuitage ou autre. Mais j'ai dû adapter en fait le modèle que moi j'avais mis en place, côté américain, pour respecter en fait le changement d'intérêt, et également le pouvoir, qu'ils avaient avec leur volonté d'évolution sécuritaire sur le projet. Super, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci à tous en tout cas. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller suivre Christopher sur LinkedIn si vous avez d'autres questions à lui poser. Et sachez qu'un replay vous sera tous envoyé aujourd'hui. Donc voilà, il n'y aura pas de souci, il sera posté sur YouTube si vous n'avez pas pu assister à tout. Donc voilà, merci à tous. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et encore merci à toi, Christopher, c'était très intéressant. Ouais. Merci à vous, également. Merci Blanche, merci Laurie Merci, et merci tout le monde. Merci beaucoup. bonne journée. Bonne journée.